Mesdames et messieurs, monsieur le recteur, je voudrais tout d'abord vous remercier. Je voudrais vous remercier de m'avoir associé en tant que représentant de l'institution judiciaire et de m'y avoir associé à cette journée de mobilisation dans cette configuration, c'est-à-dire aux côtés des élus de la République, aux côtés de monsieur le président du conseil régional, de président de conseillers généraux et de monsieur Alain Claes, député maire de Poitiers. Je suis de ceux qui pensent que les événements douloureux que nous avons connus nous engagent tous et qu'au-delà de l'unité nationale, les comportements de certains que nous avons malheureusement connus, y compris dans notre région, ce qui a été peut-être pour certains une surprise, que ces comportements, qu'on ne peut peut-être pas qualifier totalement d'isolés, que ces comportements nous interrogent quand même sur un risque de fracture sociale, y compris sur nos territoires. Et que dans ce contexte, il y a la nécessité pour tous les acteurs de se mobiliser. Il y a la nécessité pour les politiques, comme ils l'ont fait au plan national, mais comme ils l'ont fait aujourd'hui également au plan local, de réaffirmer ce que sont nos valeurs républicaines. Et de réaffirmer surtout qu'il n'est pas question d'y renoncer. Il est important également que l'éducation nationale, mais également tous ceux qui concourent à la formation de nos plus jeunes, soient également en capacité de transmettre, d'inculquer ces valeurs républicaines. Et puis, il y a la nécessité que l'autorité judiciaire, que les services de police et de gendarmerie soient en capacité de défendre ces valeurs républicaines. Cette mobilisation, je le dis, elle doit nous conduire avant tout à un partenariat. Je suis de ceux qui pensent que l'école seule ne peut pas tout. Je suis de ceux qui pensent que les services de l'aide sociale à l'enfance seuls ne peuvent pas tout. Je suis de ceux qui pensent que, et alors là je suis le premier concerné par ça, que l'autorité judiciaire seule ne peut pas tout, mais qu'en réalité, ensemble, nous pouvons beaucoup. Et c'est la raison, je dirais, la raison de ma présence aujourd'hui à cette journée de mobilisation. Vous m'aviez demandé, monsieur le recteur, d'intervenir sur le thème de la liberté d'expression et de ses limites. Je suis un homme avant tout d'action et donc j'interviendrai, je dirais, par trois éclairages. Je souhaiterais d'abord revenir effectivement, c'est-à-dire que je ne ferai pas, vous en doutez, monsieur le recteur, une présentation philosophique ou historique de la liberté d'expression, ce n'est pas mon sujet. Je souhaiterais simplement vous présenter quelques éléments du droit positif, vous dire ce que sont les qualifications qui permettent d'appréhender un certain nombre de comportements qui, au quotidien, j'en suis sûr, en tant que chef d'établissement, vous préoccupent, et puis vous dire un petit peu comment je vois les choses sur ce que peut être notre coopération, en tout cas sur ce que peut être la réponse, puisque j'ai vu que le président de la République avait parlé d'une réponse systématique, et je crois que cette réponse, effectivement, elle doit être systématique, mais elle doit être adaptée et individualisée. Et j'en dirai quelques mots. Sur l'état du droit, je relirai quand même ces deux articles que Madame la procureure générale a lus dans le cadre de sa rentrée solennelle, parce que finalement, il résume assez bien ce qu'est notre droit positif en matière de liberté d'expression. C'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression. L'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation et des droits d'autrui. Je crois que ça résume très bien ce qu'est notre droit positif aujourd'hui, c'est-à-dire, certes, une liberté d'expression qui est une valeur fondatrice de notre République, mais une liberté d'expression qui n'est pas absolue ou illimitée et qui contient un certain nombre de restrictions légales. Je crois qu'il faut savoir le réaffirmer également, parce que c'est une particularité. En tout cas, je dirais que par rapport à certains pays anglo-saxons comme les États-Unis, on a une liberté d'expression qui est beaucoup plus limitée au regard du premier amendement. Et je crois, moi, en ce qui me concerne, beaucoup à cette
limitation aussi de cette liberté d'expression qui finalement permet de la faire exister. Ces limitations, je voudrais simplement les rappeler parce qu'elles sont de deux ordres en réalité. Il y a les limitations qui sont prévues par la loi sur la presse qui tentent à protéger l'honneur d'une personne ou d'un groupe de personnes. Vous connaissez ces limites, c'est les limites de l'injure et de la diffamation. Je ne reviendrai pas sur la définition de l'injure, mais globalement, c'est toute expression outrageante ou terme de mépris ou invective qui ne renferme pas l'imputation d'un fait, dire de quelqu'un qu'il est un imbécile est une injure. Et la diffamation est toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Dire d'une personne que c'est un islamiste quand il ne l'est pas, c'est une diffamation. Cette injure et cette diffamation publique, elle est aggravée, qui fait encourir une amende, elle est aggravée lorsqu'elle est proférée à raison de l'origine, de l'appartenance religieuse, raciale, ethnique, ou du sexe ou du handicap, et elle fait alors encourir une peine d'emprisonnement qui est de 6 mois s'agissant de l'injure et de 1 an s'agissant de la diffamation publique. Ce sont ces mêmes textes qui encadrent en réalité ce qui peut être écrit sur le web, ce qui peut être écrit dans un journal, dans un livre ou sur un mur. C'est la première série de limitations à la liberté d'expression. La deuxième également, qui sont prévues par la loi sur la presse, elle tente à protéger l'ordre public. Elle tente à faire en sorte de garantir la paix et la sécurité publique. C'est toutes les provocations à la commission de crimes ou de délits qui font encourir des peines de 5 ans d'emprisonnement. Ce sont toutes les apologies de certains crimes ou délits qui font encourir des peines de 5 ans d'emprisonnement. Et c'est la provocation à la haine raciale, ethnique et religieuse qui fait encourir une peine de 1 an d'emprisonnement. Je rappelle que dans ce ressort, on a été amené à mettre en œuvre cette provocation à la haine raciale, ethnique et religieuse lorsque, sur la mosquée de Poitiers, des militants de génération identitaire n'ont pas hésité à piétiner cette mosquée de Poitiers en chantier en exhibant une banderole faisant allusion à la bataille de Poitiers de 732 et en disant « ils l'ont fait, on le refera ». Et c'est également cette qualification qui a été utilisée lorsque un individu n'a pas hésité, au lendemain des attentats, à inscrire « mort aux Arabes » sur la devanture de cette mosquée. Ces limitations traditionnelles, elles sont prévues par la loi sur la presse. Vous savez que, s'agissant de la provocation et de l'apologie d'actes de terrorisme, la loi du 13 novembre 2014 a aggravé ces infractions en faisant encourir une peine de 7 ans d'emprisonnement, mais surtout les assorties de la loi de 1881, et je souhaitais l'exprimer aujourd'hui parce que c'est une initiative de la ministre qui me paraît extrêmement importante, parce que cette loi de 1881 limite en réalité les possibilités de réponse de l'institution judiciaire. Il faut savoir que la loi de 1881 ne permet pas de comparution immédiate, ne permet pas de réponse immédiate de l'institution judiciaire, ne permet pas le contrôle judiciaire, ne permet pas d'interdire à un jeune, par exemple, ou à un moins jeune, de se trouver dans certains endroits ou de rencontrer certaines personnes. Et donc cette loi du 13 novembre 2014 nous donne la possibilité en matière de provocation ou d'apologie en matière d'actes de terrorisme de répondre de manière ferme et immédiate. Et la ministre a d'ailleurs indiqué que s'agissant des injures et des diffamations aggravées, commises à raison de la race ou pour des raisons liées à l'ethnie ou au sexe ou au handicap, qu'elle sortirait ces infractions de la loi de 1881 pour nous permettre d'y répondre de manière extrêmement efficace, notamment par des contrôles judiciaires. Cette liberté d'expression est un régime répressif, c'est-à-dire qu'on ne réprime pas les abus, on ne réprime que les abus constatés, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas, évidemment, par principe une expression avant qu'elle ait été proférée, ce qui donne évidemment à l'institution judiciaire une mission essentielle, qui est d'intervenir au coup par coup, et je crois qu'il faut bien comprendre que l'intervention de l'autorité judiciaire, elle se fait au cas par cas et en fonction du contexte. Ce contexte est également en fonction, évidemment, de l'élément intentionnel. Ce contexte, il est également extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire de manière très claire que venir crier « Allah Akbar » dans un de vos établissements est une apologie ou une provocation au terrorisme,
qu'étendre le drapeau de Daesh est une apologie du terrorisme, que porter un t-shirt de Ben Laden ou du Koulibaly est une apologie du terrorisme. Je le précise parce que ça permet, ce sont autant de comportements que malheureusement, il n'est pas tout à fait exclu qu'on puisse avoir dans le cadre de vos établissements. C'est d'ailleurs cette intervention jurisprudentielle qui a amené une jurisprudence sur la question de l'humour et de la caricature. Cette jurisprudence a consacré un droit à l'irrespect et à l'insolence. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est-à-dire que nous avons quand même une législation et une jurisprudence spécifique française sur cette question de l'humour et de la caricature, qui est parfaitement résumée d'ailleurs dans cet arrêt du 22 mars 2007 du TGI de Paris, qui a rappelé à l'occasion des caricatures de Charlie Hebdo, et qui, je le rappelle, a relaxé Charlie Hebdo, mais après avoir fait une analyse extrêmement précise des 3 caricatures qui étaient en cause et du contexte dans lequel elles avaient été publiées. Et je crois quand même qu'il faut rappeler les termes de ce jugement du TGI de Paris. La France est une société laïque et pluraliste. Le respect de toutes les croyances va de pair avec la liberté de critiquer les religions, quelles qu'elles soient, et avec celle de représenter des sujets ou objets de vénération religieuse, que le blasphème qui outrage la divinité ou la religion n'est pas réprimé, à la différence de l'injure, dès lors qu'elle constitue une attaque personnelle et dirigée contre une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse. Je crois que tout est dit de la jurisprudence française en matière d'humour et de caricature. Et que c'est sur le fondement de cette jurisprudence, il n'est pas question pour moi de revenir sur les décisions qui ont été rendues sur le fondement de cette jurisprudence, mais c'est sur ce fondement de cette jurisprudence que Charlie Hebdo a été relaxé en 2007 et que Dieudonné a été condamné. Mais je tiens également à dire que Charlie Hebdo n'a pas toujours été relaxé par les juridictions françaises et que Dieudonné n'a pas toujours été condamné par les juridictions françaises. Je vous rappelle d'ailleurs ce sketch sur lequel on peut être choqué ou pas, mais sur ce juif ultra-religieux sur France 3, pour lequel Dieudonné a été relaxé en cour d'appel par la Cour d'appel de Paris. Donc c'est une jurisprudence très claire sur le droit à la caricature, le droit à l'humour, et je crois que c'est ce qui fait l'honneur et la spécificité de notre pays, que d'avoir permis que s'exprime la liberté d'expression, y compris dans ce cadre-là. Alors j'en viens à la réponse partenariale, parce que je suis quand même procureur de la République et je ne peux pas m'empêcher d'être plutôt dans l'action que dans l'émotion. Je crois que véritablement ce qui se pose à nous est de 2 ordres en réalité. Le premier sujet est le sujet de la radicalisation. Et sur ce sujet de la radicalisation, ce que je souhaite exprimer, c'est que pour tous les spécialistes, et Madame la Ministre nous a réunis, les procureurs de la République, récemment sur cette question du terrorisme, pour tous les spécialistes, la radicalisation des jeunes doit se voir à l'instar de ce qu'on évoque s'agissant de l'emprise sectaire. La radicalisation est avant tout une dérive sectaire. Et elle doit, de mon point de vue, être abordée par vous et par nous sous l'angle de la protection de l'enfance. Et qu'il est important, de mon point de vue, que des clignotants de radicalisation, sur lesquels il convient de travailler, que ces clignotants puissent remonter vers ceux qui ont à traiter ces questions de danger de l'enfant, c'est-à-dire vers les conseils généraux, vers les cellules de recueil et de traitement des informations préoccupantes, pour qu'à partir de ces signalements, des évaluations croisées puissent être réalisées par des professionnels de l'enfance et que nous puissions, si c'est nécessaire, accompagner des jeunes et leurs familles qui seraient en voie de radicalisation, que cet accompagnement puisse se faire avant tout par les conseils généraux, parce que c'est leur mission, et qu'elle puisse se faire éventuellement par l'autorité judiciaire sous les juges des juges des enfants, si ça apparaissait nécessaire. La deuxième, de mon point de vue, la deuxième difficulté à laquelle, évidemment, vous pouvez vous trouver confronté, c'est la question des passages à l'acte, c'est-à-dire, en réalité, la question de la transgression des infractions pénales que je viens de vous rappeler. Cette question, elle est très simple. Elle doit s'aborder sous l'angle de l'article 40 du Code de procédure pénale. Cet article prévoit
que les délits ou les crimes dont les enseignants ou toute personne chargée de mission de service public ont pu constater doivent être portés à la connaissance des parquets. Donc je vous l'ai dit, il serait paradoxal que dans le cadre de nos protocoles, on vienne signaler au parquet des problèmes de violence, des problèmes d'usage de produits stupéfiants, des problèmes de comportement, sans qu'on vienne signaler des injures ou des diffamations aggravées, celles qui font encourir une peine d'emprisonnement, c'est-à-dire aggravées par des considérations raciales, religieuses, du handicap, du sexe, que l'on ne vienne pas dénoncer à l'autorité judiciaire les provocations à la haine, les apologies de terrorisme, toutes ces infractions doivent être signalées au titre de l'article 40. Elles doivent l'être dans le cadre de nos dispositifs actuels, c'est-à-dire que vous avez tous, en tant que chef d'établissement, un référent police ou gendarmerie, des services de police ou de gendarmerie avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. C'est dans ce cadre-là que ces infractions doivent être dénoncées. Sur les réponses à donner, nous devons nous inscrire dans le cadre de notre partenariat habituel, c'est-à-dire que la réponse à ces infractions doit s'inscrire dans le cadre d'un regard croisé entre éducation nationale et autorité judiciaire. À chaque infraction, une réponse systématique, mais qui n'est pas nécessairement d'ailleurs une réponse judiciaire. Une réponse adaptée, une réponse individualisée, elle impose, de mon point de vue, un regard croisé. Le traitement, de mon point de vue, doit être gradué. Certaines infractions relèvent d'une réponse donnée par l'éducation nationale. Vous avez des possibilités de réponse dans ce domaine. D'autres relèvent très certainement de la réponse judiciaire. Il peut s'agir d'avant tout, d'ailleurs, de la réponse que l'on qualifie d'alternative aux poursuites. Et je dois dire, par exemple, que dans le département de la Vienne, nous venons de signer en décembre un protocole avec la protection judiciaire de la jeunesse et une association pour mettre en œuvre des stages sur l'apprentissage au civisme, à la citoyenneté, à l'attention des mineurs. Et je pensais en réalité à l'éducation nationale à cette époque. Je ne pensais pas que, malheureusement, la réalité viendrait nous rattraper, enfin l'événement viendrait nous rattraper. Mais il s'agira effectivement d'intégrer dans le cadre de ces stages l'aspect laïcité, l'aspect violation des règles républicaines. Nous sommes aussi en capacité d'apporter des réponses au titre de l'alternative aux poursuites. Et puis enfin, évidemment, la poursuite pénale pour les faits les plus graves, lorsque la violation de nos valeurs républicaines sont les plus graves. En conclusion, moi, ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, c'est que le partenariat que nous devons mener, en réalité, nous devons le mener en proximité. Nous devons le mener sur l'ensemble des territoires, parce que chaque territoire n'est pas nécessairement confronté à la même difficulté, et nous devons le mener dans le cadre de nos dispositifs habituels de protection de l'enfance, de politique de la ville et de prévention de la délinquance. Les questions de la prévention et la lutte contre la radicalisation, du respect de la laïcité, de l'égalité entre filles et garçons, de la liberté d'expression et de ses limites, doivent être à l'esprit de chacun et être prises en compte dans le cadre de nos actions. Je suis convaincu que le Conseil général, l'Éducation nationale et l'autorité judiciaire doivent y prendre toute leur part, mais qu'ils doivent insérer ça dans le cadre des instances locales, dans le cadre en particulier des groupes thématiques, mais également des groupes nominatifs qui peuvent être mis en place. Il faut que nous puissions coordonner nos actions auprès des jeunes, mais également de la famille et de tous ceux qui sont susceptibles de les influencer. Je le déplore et je le reconnais aussi s'agissant de l'autorité judiciaire. Nous ne sommes pas, Conseil général, Éducation nationale, toujours présents dans ces groupes nominatifs et thématiques, notamment dans le cadre des CLSPD. Et je crois qu'il est important que notre mobilisation elle soit également un engagement au titre de la politique de la ville et de la prévention de la délinquance. Donc voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Recteur. Encore une fois, merci de m'avoir permis de m'exprimer. En réalité, devant tous les chefs de l'établissement, j'avais eu l'occasion de le faire du temps où j'étais procureur de la République à Angoulême. Je le fais auprès des chefs d'établissement de la Vienne assez régulièrement. Donc je suis ravi d'avoir pu le faire devant les chefs d'établissement des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime.